Hello, hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes déjà à l'épisode 90, ou bientôt l'épisode 100 et je vais essayer de vous concocter quelque chose d'assez sympa. Mais en attendant, nous sommes sur cette petite série de podcasts backstage où donc on va dans les coulisses de mon business ou alors de mon cerveau, j'en sais rien. Bon, vous avez compris, on est dans les coulisses des Si on avançait. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la petite série de 4 épisodes que je vous propose cet été où on va parler finalement des leçons que j'ai pu apprendre. Alors, quelle est la différence entre l'épisode sur les erreurs que je vous ai déjà partagées et l'épisode sur les leçons ? Car effectivement, des erreurs, on peut trouver des leçons, mais on n'est pas obligé d'attendre de faire des erreurs pour avoir des leçons. Et dans cet épisode, du coup, ce sont des leçons que j'ai pu apprendre durant cette première année d'entrepreneuriat. Bon, ça fait un peu plus d'1 an, mais bon, vous voyez le truc, sans avoir fait d'erreurs particulières. Donc c'est parti, je vous en ai préparé 5 belles leçons apprises durant cette première année d'entrepreneuriat. La première leçon, c'est que l'incertitude et le doute font partie du jeu. Je m'explique. Parfois, en tout cas moi quand j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale, c'était le 20 octobre 2020, en tout cas à temps plein, j'avais donné ma démission, donc j'étais à temps plein sur mon activité, etc. Et moi j'avais démissionné, ça veut dire que j'avais un peu une certaine pression parce que je n'avais pas de chômage, j'avais pas de coussin, de soupape. Alors bien sûr j'avais un peu d'épargne, etc. Mais voilà, j'étais pas très sereine par rapport à tout ça. Donc j'ai élargi ma zone de confort, j'avais effectivement des clients, mais il y avait cette incertitude qui était quand même assez pesante. Et c'est quelque chose que je pensais qui allait partir au fur et à mesure, sauf que ça a continué. J'ai continué à avoir des doutes, j'ai continué à avoir de l'incertitude, alors que c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté quand j'étais salariée. Dans ma tête, je me demandais tout le temps, et le mois d'après, ok, ce mois-ci ça va très bien, mais et le mois suivant, et dans 6 mois, et dans 1 an, mais qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe pour la retraite? Bref, j'avais tout le temps des doutes. Est-ce que ça va continuer à fonctionner? Est-ce que l'année prochaine, les gens continueront à me faire confiance? Est-ce que mon entreprise, elle est viable? Mais est-ce que j'ai le droit d'entreprendre? Bref, j'avais tout le temps des doutes constamment. Alors que quand j'étais salariée et que et si on avançait était un side project, je ne me posais pas autant de questions. Et donc c'est quelque chose que j'ai tout de suite cherché à régler parce que pour moi c'était un problème. Je commençais à être vraiment très anxieuse. Alors qu'auparavant, j'étais pas du tout comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai écumé les articles de blog, les vidéos YouTube, mais ce doute a continué de persister. J'ai commencé à en parler avec d'autres entrepreneurs plus ou moins expérimentés et je me suis rendu compte de quelque chose en fait. C'est que ce doute, cette incertitude, tout le monde l'avait. Et que ce soit après 1 an d'entrepreneuriat, 2 ans, 7 ans, ce doute demeure. Avec tous les entrepreneurs avec qui je travaille, ce doute il demeure, que je rencontre, en tout cas ce doute, il demeure. Donc ok, vu que ce doute, il est amené à persister apparemment, puisque quel que soit le niveau dans lequel l'entrepreneur que je questionnais se trouvait, il était rempli de doutes, je me suis dit, en fait, c'est quelque chose que je dois apprendre à gérer et donc, c'est pas quelque chose que je vais réussir forcément à éliminer constamment. Ce qui peut se comprendre parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même une aventure très incertaine, quoi. On entreprend, il y a moyen de solidifier certaines choses, de se rassurer avec certaines choses, mais ça reste quand même une aventure moins safe entre guillemets qu'un beau petit CDI rangé où on sait qu'on gagne ça tous les mois et puis voilà. C'est d'ailleurs ça la grande différence entre l'entrepreneuriat et le salariat, c'est cette insécurité finalement. Mais bon, donc j'ai compris que ce doute ne partirait pas, c'est une leçon que j'ai apprise, oui. Du coup, j'en ai parlé également dans l'épisode avec Pauline Sarda, l'épisode dans l'agenda de Pauline Sarda, où en fait finalement ce que j'ai compris c'est qu'il fallait pas forcément chercher à éliminer à tout prix ce doute, mais qu'il fallait chercher plutôt à le manager. Comment manager ce doute? En fait, vu qu'il est presque impossible de le supprimer, ce doute d'entrepreneur, certaines personnes en font une force, d'autres, ça peut carrément les bousiller, et moi je prenais le chemin de ça peut carrément me bousiller et me faire me dégonfler, et du coup j'ai décidé de travailler dessus pour apprendre à manager mon doute. Comment j'ai travaillé sur ça? J'ai commencé déjà à leur faire face,
au lieu de, par exemple, juste les éviter et me dire non, faut pas que j'y pense, non, faut pas que je... Voilà, j'ai décidé de faire face à ces doutes-là, de les exprimer, de les rendre matériels, enfin, de les matérialiser, en fait. Par exemple, en faisant du journaling, en me posant des questions très spécifiques. Et puis, quand je mets le doigt sur quelque chose qui me fait douter, en tout cas la racine de mes doutes, j'essaye de travailler dessus, peut-être de faire des choses à mon niveau pour essayer de faire en sorte de me rassurer. Si c'est par rapport, par exemple, à l'insécurité financière, la peur, par exemple, d'avoir un mois pas bien, j'ai commencé à me fixer des prévisionnels, j'ai commencé du coup à travailler sur ma trésorerie, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour manager ce doute, mais le doute, il va persister, et j'ai quand même bien l'impression que ça fait partie pleinement de l'aventure entrepreneuriale. Moi, c'était une leçon pour moi. Leçon numéro 2, c'est que l'un des plus grands atouts d'un entrepreneur, c'est sa capacité à rebondir. Ou alors, parfois, vous entendrez parler du terme résilient. Donc, c'est le fait d'être résilient. L'échec dans cette aventure, elle est inévitable. On va tous vivre des petits, des grands échecs, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou lorsqu'on lance un projet associatif, peu importe, dès qu'on entreprend quelque chose, la probabilité d'échouer est là. Les échecs, même petits dans certains aspects, sera présent. Et donc, j'ai remarqué en fait que la résilience, c'était quelque chose vraiment, une caractéristique importante quand on est entrepreneur. La résilience, c'est quoi? C'est pour moi en fait cette capacité à voir l'échec vraiment comme une opportunité. L'opportunité de s'améliorer et de rebondir. Pour moi, c'est essentiel quand on est entrepreneur, sinon on ne persévère pas. Quand on est entrepreneur, tout ne fonctionne pas d'un coup, tout ne fonctionne pas comme par magie, et du coup, ça demande énormément de s'accrocher et de persévérer. Après un échec ou après une petite déception, peu importe, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous auriez aimé que ça fonctionne, c'est dur de rebondir. On a l'impression parfois que le monde s'écroule, qu'on devrait arrêter, mais en fait, l'attitude à avoir, l'attitude qui permet d'avancer, c'est pas de se morfondre et de croire que c'est la fin. Non, c'est de tout de suite se dire, alors pas forcément tout de suite, on peut se laisser le temps de mal vivre le truc, tu vois, mais c'est de se dire en fait qu'on va réessayer. Et pour moi, ça, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise dans l'entrepreneuriat. Avant, je m'estimais vraiment comme étant quelqu'un de pas très courageuse. Et du coup, en entreprenant, j'ai appris à être quelqu'un de courageuse, quelqu'un qui va être résiliente et qui va rebondir après. Parce que moi, c'était quelque chose que j'admirais beaucoup sur les gens, auprès des gens. J'abandonnais très très vite en fait avant. Mais en fait, je me rends compte que les entrepreneurs qui avancent concrètement et qui persévèrent en fait et qui finalement finissent par construire des projets solides, ce sont les entrepreneurs qui sont résilients. Et moi, ça a été une belle leçon pour moi. Un cas concret de résilience, c'est Thomas Edison, qui donc est l'inventeur de l'ampoule électrique, qui a dû réaliser plus de 1000 tentatives. Donc ça veut dire que 1000 tentatives, en gros on parle de tentatives, mais on peut dire que c'est 1000, ça veut dire que 999 fois au moins, il a échoué avant de pouvoir créer ce truc qui nous facilite la vie aujourd'hui. Et la résilience, c'est clairement ça. C'est que quand on n'est pas résilient, finalement, on s'arrête avant la victoire. Et nos projets finissent par mourir. Notre ambition finit par mourir. On abandonne. Et ça, c'est tellement dommage parce que, en fait, il faut se dire que l'échec, les tentatives avortées, finalement, ce sont des choses qui font partie du parcours et que si ça nous tient vraiment à cœur, c'est important, en fait, finalement, de travailler ce côté résilient. Ok, un échec. Ok, quelque chose qui n'a pas fonctionné, on va rebondir en fait. De mon côté, ce n'est pas forcément de l'acquis parfaitement, mais c'est quelque chose que je travaille, c'est quelque chose que j'admire chez les entrepreneurs que je fréquente. Et vraiment, pour moi, ça a été une belle leçon. Apprendre à rebondir, apprendre à avancer malgré les échecs, malgré les déceptions, malgré les hauts et les bas émotionnels. Ça, c'est de la résilience et c'est extraordinaire cette compétence. Leçon numéro 3, la concurrence n'est pas l'ennemi. Quand on lance son projet, on peut avoir une vision de la concurrence qui est très négative. Non, mais machin bidule fait déjà ça, alors je ne vais pas le faire. Elle ou il est plus avancé que moi, alors je n'aurai pas de clients parce qu'il va prendre tous les clients. Bref, on peut avoir finalement une image très très négative de la concurrence. Sauf que la leçon que j'ai apprise après 1 an et demi à peu près d'entrepreneuriat, c'est que la concurrence n'est vraiment pas l'ennemi. La concurrence n'est pas du tout l'ennemi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, je ne suis pas dans le monde des bisounours à me dire déjà que la concurrence
n'existe pas. Pour moi, la concurrence, elle existe à partir du moment où quelqu'un peut hésiter entre vous et une autre personne pour acheter un produit ou une prestation ou un service. Ça veut dire que la concurrence, elle est bien présente en fait, elle existe. Alors du coup, je veux pas vous encourager à vous dire non, il n'y a pas de concurrence, etc. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que j'estime que personne ne pourra vendre 100% la même chose que vous. C'est que tout le monde est unique. Moi, je suis Marielle, des Si on avançait, je fais Et si on avançait. Un autre consultant formateur en gestion du temps ne fera pas comme moi, même si on partage les mêmes conseils, etc. Donc, comme nous sommes tous uniques, forcément, les choses que nous ferons ne seront jamais les mêmes. Ça, je suis complètement d'accord, mais ça reste quand même de la concurrence. Donc, la concurrence existe, mais la concurrence n'est pas l'ennemi. Pourquoi je dis ça? C'est que durant cette aventure entrepreneuriale, j'ai eu plein de collaborations très fructueuses avec des concurrents, que ce soit des collaborations pour des événements ou alors des invitations, etc. Et tout ça a été vraiment très, 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 très bénéfique. Et pour moi, ça a été une belle leçon, puisque d'un point de vue extérieur, quand on n'est pas dans le monde de l'entrepreneuriat, on peut se dire que la concurrence, c'est quelque chose de limite. Je connais des personnes qui n'entreprennent pas parce qu'ils estiment qu'il y a trop de concurrents, etc. Alors qu'en réalité, on peut faire, enfin, tout le monde a sa part du gâteau en fait. Et encore plus loin, moi je vais aller encore plus loin, c'est que même si tout le monde a sa part du gâteau, c'est-à-dire que tout le monde peut s'épanouir et vendre, etc., même si on est dans une thématique qui est un peu saturée, à côté de ça, on peut même collaborer, on peut développer des relations saines avec des concurrents. Et je vais vous donner quelques exemples. Beaucoup de concurrents m'inspirent déjà, donc au quotidien. Donc moi, je m'inspire beaucoup de mes concurrents. Il y en a beaucoup qui vont plus loin que moi. Ils sont vraiment des sources d'inspiration pour moi. D'ailleurs, c'est l'un d'entre eux qui m'a vraiment motivée à me lancer, Mathieu Desroches par exemple. J'aime beaucoup ce qu'il fait et donc voilà. Sinon, j'ai des concurrents avec qui je collabore vraiment, où on crée des événements ensemble. Par exemple, prochainement, avec Audrey de Ma Cohérence et Milena de l'Orgaminena, on va organiser toutes les trois une masterclass sur les side projects. Donc par exemple, toutes les trois, on a eu un side project et on est toutes les trois dans les thématiques d'organisation, productivité, gestion du temps. Et on va faire une masterclass ensemble le 31 août. D'ailleurs, si ça vous tente, je vais vous mettre le lien dans les notes du podcast. Si vous avez un side project, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'événement, vous allez avoir toutes les informations, ce sera entre midi et 2 le 31 août. Et donc voilà, je vais vous mettre toutes les informations dans les notes du podcast si ça vous intéresse de participer. Ensuite, autre type de collaboration, à l'époque où Clubhouse venait de débarquer et que j'étais à fond sur Clubhouse, j'ai sollicité 3 collègues à moi d'organisation. À l'époque, donc c'était Amélie Cahan, de Conseil Productivité, je crois que c'est le nom de son blog, Manuel de Cataraxie, c'est le nom de son compte Instagram, et Céline Bonifacio, qui est consultante Notion, qui est une application et qui parle aussi d'organisation. Et on faisait des rooms tous les mercredis autour de la gestion du temps, etc. Et c'était de très bons moments d'échange, etc. Et j'ai vraiment aimé organiser ça. Et c'était top. Voilà, donc il y a plein d'opportunités. Pareil, récemment, Amélie Cahan, avec qui j'échange, qui est aussi sur cette thématique, elle m'a proposé un call où on a pu papoter de nos business respectifs, de nos cibles, et voir un peu ce qui nous différenciait. Donc en fait, vous voyez, la concurrence, il y a moyen en fait de finalement en faire des alliés, parce que des fois, vous n'avez pas les mêmes services exactement, donc vous pouvez réorienter les personnes vers peut-être un concurrent qui correspondrait plus à ses attentes. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que la leçon que j'ai apprise, c'est qu'il est tout à fait possible de développer des relations saines avec ses concurrents et que, voilà, c'est pas forcément l'image de guerre, etc. Moi, je suis agréablement surprise d'avoir des relations aussi saines avec les personnes dans la même thématique que moi et j'en suis plutôt contente. Leçon numéro 4, ne jamais se reposer sur ses acquis. Alors ça, c'est quelque chose. C'est que même quand les choses roulent, on ne peut pas se reposer sur ses acquis, sur ses lauriers en fait. Si on veut avancer, si on veut continuer à croître, si on veut continuer à augmenter son chiffre d'affaires et même pour le stabiliser, il faut innover, il faut avancer en fait. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pas une bonne planque où on va se ranger et avoir une routine forcément. Peut-être oui, si on a un statut de freelance, vous voyez, ou voilà, mais si vous entreprenez et vous proposez des services ou des produits en ligne, peu importe et tout, c'est très compliqué finalement de continuer à croître si on se repose sur ses acquis.
même après un succès, on doit encore rebondir. Oui, oui, parce que je vous parlais de la capacité d'être résilient et de rebondir en fait quand on est entrepreneur. Quand après un échec, ben c'est pareil. Après un succès, on doit quand même apprendre à rebondir. C'est-à-dire parce qu'on ne peut pas s'arrêter à ce succès. Ça, c'est un truc que j'ai constaté même quand j'observe les entrepreneurs qui cartonnent en ce moment. On, Ils ne s'arrêtent jamais en fait à leur succès, ils vont toujours un peu plus loin. Et c'est vrai que c'est une dynamique d'excellence finalement et d'amélioration continue qui est à mettre en place. Et c'est une leçon que j'ai apprise en fait, c'est que des fois on peut se dire que bon allez ça tourne bien, on va s'arrêter ou on va rester au même niveau. Mais je vous déconseille en tout cas d'être dans cette attitude-là parce que on est perdant et la croissance disparaît quand on rentre dans ces schémas-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se reposer sur ses acquis? Ça signifie par exemple toujours analyser ses résultats, toujours prendre du recul, demander l'avis des clients par exemple, chercher des témoignages, réajuster, améliorer ce qui ne va pas, sortir de sa zone de confort régulièrement aussi, ça doit faire partie du jeu parce que euh, le changement se passe au-delà de sa zone de confort. Se former, continuer à se former dans sa thématique, parce que c'est pas parce qu'on a développé une expertise que du coup, là, ça y est, voilà, on doit se satisfaire de ce qu'on connaît maintenant. On doit toujours se renouveler, suivre les tendances, etc. Et moi, je vous encourage à faire ça en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes dans une phase un peu où vous avez l'impression d'avoir atteint un plafond, le plafond, il n'est jamais atteint. On peut toujours se renouveler, voilà, et ça aide finalement à avoir un business qui est dans une belle dynamique. Ça, c'est une erreur que j'ai failli faire, en tout cas, de mon côté, de juste un peu me reposer sur mes acquis, à pas chercher à aller plus loin. Mais voilà, pour la rentrée de septembre, là, je suis en train de justement arrêter de me reposer sur mes acquis et justement me dépasser. Donc, c'est une nouvelle aventure qui va commencer pour moi. J'aurai l'occasion de vous en parler bientôt, bien sûr. Mais voilà, ne restez pas sur vos acquis. Leçon numéro 5 que j'ai apprise, c'est la dernière, c'est qu'il existe autant de manières de réussir que d'entrepreneurs. La solution miracle n'existe pas. Le plan d'action parfait, étape par étape pour faire décoller sa boîte, n'existe pas. Parce que même quand une formation de ce type existe, d'ailleurs moi j'en ai acheté une, puisque j'ai fait le coaching de groupe d'Aline de The Bee Boost et tout, donc la BSB Academy, c'est un plan d'action effectivement par étape, mais à un moment donné, il va falloir vous poser des questions et prendre vos propres décisions. Parce que dans cette formation, il y a plusieurs options. Donc même si le plan, il est étape par étape, dans chaque étape, vous devrez prendre vos propres décisions puisque plusieurs décisions s'offrent à vous, que ce soit au niveau de la stratégie de contenu, est-ce que vous allez faire du personal branding ou pas, est-ce que vous allez vendre des coachings ou des formations en ligne, tout ça, ça ne dépend que de vous. Et même si vous recopiez le business model de quelqu'un de A à Z, ça ne veut pas dire que vous allez avoir le même succès ou les mêmes résultats que la personne. Donc du coup, ma grande leçon, ça a été vraiment de me rendre compte que l'entrepreneuriat, c'était vraiment une affaire personnelle et qu'il y avait autant de manières de réussir que d'entrepreneurs en fait. C'est très important en fait quand on est entrepreneur. Finalement, c'est le déclic que j'ai eu assez récemment de se demander quelle est ma vision de la réussite. Parce que si on ne se pose pas cette question-là, on regarde la réussite des autres et on a l'impression qu'on doit avoir ce type de réussite-là. Sauf que ce type de réussite-là ne va peut-être pas vous correspondre. Et ça, c'est très important finalement d'être aligné à ce qu'on fait. Je vous parlais d'alignement dans les leçons en fait, dans l'épisode sur les échecs. Et bien là, c'est un peu pareil en fait. Comme il y a plusieurs manières de réussir, vous devez trouver votre définition à vous de la réussite en fait. Quelle vision a été déposée sur votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que pour vous réussir, c'est juste avoir du temps pour votre famille et ne pas avoir un business que vous subissez? Dans ce cas, vous allez devoir faire des choix qui vont être lié à cette vision-là. Si pour vous réussir, c'est de produire plein de contenu, d'être invité partout, d'être un porte-parole de votre thématique, etc., la stratégie ne sera pas la même. Mais est-ce que l'un a moins réussi que l'autre? Non. Il y a des personnes qui n'ont pas de stratégie sur Instagram et qui réussissent très bien. On n'est pas obligé d'être sur Instagram pour réussir. Donc en fait, c'est très important de savoir ce que l'on veut. Et ça, c'est une belle leçon que j'ai apprise. Pourquoi? Parce que moi, je suis une bonne élève. J'ai vraiment le syndrome de la bonne élève. Et la leçon que j'ai apprise, c'est que la leçon là, c'est que vraiment,
l'aventure entrepreneuriale n'est pas compatible avec le syndrome de la bonne élève. Le syndrome de la bonne élève, c'est quoi? C'est le fait d'aimer avoir des notes, aimer avoir des plans d'action précis à exécuter, aimer avoir la vie des autres, prendre des décisions où on est très très sûr, etc. et avoir la validation d'un expert. Sauf que quand on est entrepreneur, on prend des décisions et c'est après qu'on sait si ce sont les bonnes ou pas. Bref, l'entrepreneuriat, c'est pas l'école. Et ça, c'est très important de le comprendre et c'est une leçon que j'ai apprise, mais vraiment, j'ai énormément dealé avec ce syndrome parce que j'aime vraiment les plans, j'aime vraiment des choses à exécuter, sauf qu'en fait, je me rends compte que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de décisions à prendre seul et que les seules leçons, attention, c'est un petit jeu de mots, puisque les leçons qu'on apprend à l'école, vous voyez, jeu de mots, je ferme la parenthèse, les seules leçons que l'on apprend, ce sont celles du terrain. Et c'est ce que j'avais partagé sur Instagram après un déclic que j'ai pu avoir. Donc, les seules leçons que l'on apprend, ce sont celles du terrain. Donc, ça veut dire que lorsque on a envie de prendre une décision, il faut la prendre et puis la tester. Et puis, il n'y a que le terrain qui nous dira si c'était une bonne décision ou pas. Après, bien sûr, il faut être conduit. Enfin, moi, j'introspecte vraiment toutes mes décisions et tout, je les prends pas à la légère, mais ce que je veux dire c'est que il y aura pas de quelque chose de parfait où vous allez dire si vous faites ça, c'est sûr ça va marcher, c'est sûr, voilà. Non, en fait, il y a que le terrain qui approuve ou pas le test et etc. Et ça a été une belle leçon. Accepter de se tromper, accepter de prendre des décisions qui sont alignées à nous et que peut-être d'autres personnes ne vont pas comprendre. Et surtout déterminer sa propre vision de réussite parce qu'on peut s'y perdre sinon. Donc ça, c'était la 5e leçon et c'était aussi du coup la dernière. Voilà, c'était les 5 leçons que j'ai pu apprendre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Franchement, moi, je trouve que cette aventure entrepreneuriale, ça a été vraiment une belle aventure pour moi. Quand je parle, j'ai l'impression que c'est la fin, mais c'est pas la fin, mais c'est pour dire que en un an, j'ai appris tellement de choses, que ce soit sur moi, sur les autres, et peu importe ce qui se passera, puisque je sais pas de quoi l'avenir sera fait, je sais que l'entrepreneuriat, ça aura été une aventure qui m'aura permis vraiment de mûrir et de vraiment me dépasser, d'être dans l'inconfort mais de vraiment grandir à tous les niveaux, que ce soit au niveau de ma foi, au niveau de la confiance aussi que je peux avoir dans mes compétences, au niveau de mon mindset, de mon état d'esprit. Bref, j'ai grandi et je regrette vraiment pas, je regretterai jamais. Voilà, j'espère que ces 4 épisodes backstage, en tout cas, ça vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à les enregistrer. Ça m'a fait vraiment plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le faire savoir en laissant un commentaire ou une note sur Apple Podcast ou alors sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ou à me faire un petit coucou sur Instagram. Vous êtes nombreux à l'avoir fait récemment et ça m'a fait plaisir pour me faire un feedback en fait sur l'épisode, notamment sur les erreurs. Vous êtes beaucoup à m'avoir fait un feedback, donc ça me touche toujours en fait d'échanger avec vous, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast qui sortira le 1er septembre, oui, parce que on va faire une petite pause pour la fin de l'été. Il y aura beaucoup de changements de côté des en avancée, donc je profite de la fin de l'été pour tout revoir, tout réajuster et démarrer du coup l'année scolaire entre guillemets avec de bonnes bases. Donc merci encore pour votre fidélité, en tout cas pour ceux qui écoutent depuis très longtemps, et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.